Alors, j'ai travaillé pendant 25 ans aux archives départementales de la Dordogne. Et à ce titre, un jour, nous sommes en contact avec du public, des chercheurs, etc. Et un jour, j'ai été en contact avec un monsieur qui était juif et qui était passé par la Dordogne et qui posait des questions. Et je ne l'ai pas cru. Ça concernait l'endroit où je vivais, je ne l'ai pas cru. Et ce monsieur, je fais très bref, hein, il a rappelé 2 ans plus tard avec la même question. Et cette fois-ci, enfin la première fois, je ne l'avais pas eu au téléphone, je l'ai entendu. Il me racontait qu'il avait téléphoné aux archives nationales, à la mairie, à la préfecture, et que partout, à la mairie, et que partout on lui disait non. Alors ça m'avait intrigué, parce que ce monsieur, quand il s'exprimait, était extrêmement clair et précis. Et donc je me suis lancé dans son histoire. Et dans son histoire, qui était celle d'une arrestation d'un juif, etc., en août 1942, je l'ai découverte, et effectivement, dans les archives, il y avait toutes les preuves. Tout ce qu'il disait était vrai, et c'était prouvé. Et c'est là où je me suis dit que quand même, il y avait un problème. Et j'ai eu la curiosité de savoir si son cas était unique ou non. Et donc, je me suis intéressé à tous les juifs, si vous voulez, qui ont vécu en Dordogne à cette époque-là. Et je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait toute une histoire qui n'était pas connue. Et il faut comprendre que la Dordogne a une particularité par rapport à l'histoire des juifs. C'est-à-dire que c'est un département où il n'y avait pas de juifs avant-guerre. Il y avait peut-être une quinzaine de familles. C'est rien du tout. Et au moment où la guerre s'est déclenchée, il y a eu des milliers de juifs qui sont arrivés. Alors il y a eu jusqu'à 300 000 réfugiés, imaginez 300 000 en, juillet, août 40, il y a eu 300 000 pour un département qui fait même pas 500 000 habitants. Maintenant on se plaint parce qu'on a 15 étrangers qui arrivent dans une commune. Mais à l'époque c'était 300 000 personnes qui sont passées par la Dordogne. Elles ne sont pas restées forcément, mais elles sont passées. Et parmi ces réfugiés, il y avait toute la communauté de Strasbourg. C'est-à-dire que la Dordogne a une histoire particulière, essentiellement avec le judaïsme alsacien. Et effectivement, mosellan, si on peut en reparler. Mais donc, si vous voulez, mon pas a été fait avec ce cas précis, dont mon intérêt c'était le vôtre. Je suis parti de l'histoire d'une famille pour aller à une histoire plus générale. Alors, il s'appelle Elie Barenfeld, monsieur Elie Barenfeld, mais qui lui était parisien. Voilà. La guerre en Dordogne, là aussi, c'est une autre particularité, c'est-à-dire qu'elle était violente, comme partout en France. Mais je me suis aperçu, en cours de mes recherches actuelles, qu'il y a encore des particularités. C'est-à-dire qu'en Dordogne, je me suis beaucoup intéressé aux déportés, et donc en particulier aux déportés juifs. Et actuellement, je travaille sur les victimes non déportées, civiles et militaires. Civiles, c'est-à-dire la population normale, je dirais, les gens qui vivent, et militaires, on appelle militaires les résistants. Il se trouve que la Dordogne est le premier département français, sans doute, en termes de victimes non déportées, ce qui est énorme. Le nombre de fusillés juifs est aussi un des plus importants en France, pour un tout petit département. Mais aussi, parallèlement, le nombre de justes, je crois que la Dordogne est le 3e ou le 4e département. Par rapport au nombre de justes, il y a 120 justes en Dordogne, ce qui est simplement énorme. C'est-à-dire qu'il s'est passé à ce moment-là beaucoup de choses extrêmement violentes parce que la Dordogne est une terre de résistance et de maquis. Il y a eu en France quelques groupes, il y a eu le Vercors, la Savoie et le Périgord, c'est-à-dire le Périgord élargi avec la Corrèze et la Haute-Vienne. Tout ça, ça a été des terres de résistance. Et qui dit résistance dit bien sûr aussi une présence allemande très forte. Donc il y a eu, entre le mois de mars 1944 et le mois d'août 1944, le passage de 3 divisions blindées qui ont commis des ravages ahurissants. La plus célèbre, c'est la division Das Reich, celle qui s'est illustrée, entre guillemets, à Oradour, par exemple. Bon, c'est la même qui est passée en Dordogne. Il y a eu 3 de ce type-là qui ont ravagé avec des colonnes le nord, le sud, etc. Mais la guerre, c'est aussi, pour en revenir à ta question, c'est avant cette division allemande, il y a eu des rafles qui ont concerné des juifs et des non-juifs, bien sûr. Et les chiffres, par exemple, il y a eu 2000 déportés en Dordogne. 2000. La moitié de juifs et la moitié de non-juifs, à peu près.
Et il faut savoir que les Juifs représentaient moins de 2% de la population. Moins de 2% de la population, mais ils représentent 50% des déportés. Et ils représentent 20% des personnes exécutées. Donc il faut voir aussi le surpoids des Juifs dans cette histoire-là. Donc c'est-à-dire qu'il s'est passé énormément de choses très violentes. D'ailleurs, il suffit de parler aux gens pour savoir que ça a été très violent, à la fois par la répression de Vichy, parce que Vichy, c'était la gendarmerie, c'était la police, mais il y avait aussi ce qu'on appelait les GMR, c'est-à-dire les ancêtres des CRS, etc. Mais il y avait aussi la milice et d'autres organismes comme cela qui aidaient les Allemands. Les agriculteurs ont joué un rôle considérable. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup aidé la résistance. Ils produisaient des choses et ils aidaient les gens. Ce n'était pas toujours payant. Et quand on interroge les gens qui ont vécu cette époque-là, même les Juifs, paradoxalement, ils ont un bon souvenir de l'accueil. Je dis bien de l'accueil. Ils ont vécu des choses très terribles, mais ils ont le souvenir d'un accueil qui était favorable. Ça, c'est une constante. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, parce que moi, d'abord, je n'étais pas né. J'ai le masque, mais bon, je n'ai pas la barbe jusqu'ici. Mais voilà. Non, je n'ai pas connu les Tazienka. Là, tu poses la question un petit peu des sources aussi sur lesquelles on peut travailler en archives et les renseignements généraux. La personne la plus importante dans le département, c'est le préfet. Lui, il est directement en lien avec Vichy. Et le préfet, il a sous ses ordres toute l'administration. Donc il a les renseignements généraux, il a la censure, la police, la gendarmerie, tous les services d'agriculture, et tous ces services-là rendent compte tous les mois au préfet de ce qui se passe, tous. Et donc le préfet, lui, à partir de tous ces éléments-là, il rendait compte chaque mois à Vichy. Donc on a toutes ces informations à travers ces rapports. Attention, ce sont des documents qui sont écrits par l'administration. Donc c'est-à-dire que c'est un certain point de vue. Mais effectivement, il y a énormément de choses dans les renseignements généraux. Énormément de choses. Comme les procès-verbaux de gendarmerie aussi. Parce qu'il y a beaucoup de procès-verbaux de gendarmerie. Et en particulier parce que nous sommes tout proches, ça a été évoqué à plusieurs reprises, de la ligne de démarcation. C'est-à-dire cette ligne qui partageait la Dordogne en deux. La partie qui était en zone dite libre et la partie qui était en zone occupée. Et ici, nous étions en zone occupée. Mais c'est-à-dire que beaucoup de Juifs ont essayé de passer la ligne de démarcation pour penser en zone libre, pensant qu'il serait mieux en zone libre qu'en zone occupée. Donc ce passage de ligne de démarcation, parfois ne se passait pas très bien, et parfois même il se passait bien. J'ai connu le cas de Elie Barenfeld, précisément. Elie Barenfeld, il arrive à Ribérac, il a fui les rafles du Veldiv à Paris. Il arrive à Ribérac et là il se dit ça y est, je suis dans la France libre. Donc il va à la gendarmerie et pour dire ben voilà, me voilà, je suis libre. Pas du tout. On lui met les menottes, on l'amène à Chancelade dans un camp, etc. Et ça se passe mal pour lui parce qu'il avait cru qu'en arrivant en Dordogne libre, il serait libre. Pas du tout, parce que la législation était la même. Mais c'est-à-dire que pour tous ces gens qui ont passé la ligne de démarcation et pour qui ça s'est mal passé, il y a des procès-verbaux de gendarmerie qui, eux, sont chirurgicaux. Il y a une date, une heure, on a tout. C'est une photographie de la situation à un moment donné. Donc les procès-verbaux de gendarmerie sont très importants aussi. Est-ce que vous avez déjà vu passer les noms de Tazienka dans les renseignements généraux, justement? Non, parce que toute la grande partie de la Dordogne qui était en zone dite libre était rattachée à la région préfectorale régionale de Limoges. Le préfet de Périgueux dépendait du préfet de Limoges. Tandis qu'ici, à Bourg-du-Bost, le préfet n'était pas le même. Alors c'est un peu curieux parce qu'un des préfets de Dordogne s'appelait Popinot et le préfet ici s'appelait Papineau. Oui. Et pas tout à fait à la même époque, un an de différence. Mais le préfet Papineau dépendait, lui, de Poitiers. C'est-à-dire que les Juifs qui étaient arrêtés ici étaient envoyés à Angoulême.
et ailleurs éventuellement, alors que les Juifs arrêtés en Dordogne libre partaient, eux, en général à Nexon. Ensuite, d'Angoulême ou de Nexon, ils partaient à Drancy. C'était le même point de finale, si vous voulez. Mais c'était des administrations tout à fait différentes. Or, ce que je voulais dire, c'est que les archives de la zone occupée ici ont quasiment disparu. Parce qu'à la fin de la guerre, il s'est passé des choses un peu curieuses dans les administrations. Il y a eu des documents qui ont été soit volés, alors ça peut être volé par des gens bien intentionnés, mal intentionnés, soit par des mouvements de résistance, ça s'est passé. Et actuellement en Haute-Vienne, par exemple, il manque des milliers de dossiers. Et certains sont rentrés, il y a plusieurs centaines de dossiers qui sont rentrés il y a 2 ans, qui concernaient aussi la Dordogne libre, mais qui avaient été détournés. C'est-à-dire qu'à l'époque de la fin de la guerre, il se passait beaucoup de choses. Hein. Il y a eu des règlements de comptes, etc. Donc les archives, qui sont des moyens importants pour savoir qui fait quoi, qui pense quoi, qui a fait quoi, ce sont devenus des outils importants. Donc beaucoup de ces documents ont été parfois déportés. Certains n'ont pas voulu voir leur nom aussi, associés à des actions. Donc parfois il y a eu des documents déchirés. Les dossiers de délation, par exemple. On ne trouve pratiquement pas aux archives de la Dordogne de dossiers de délation. Or, la délation, c'est un phénomène courant. Il y a eu des centaines et des centaines et des centaines de lettres de délation. Il y a beaucoup de gens qui peuvent aider dans les recherches. Il y a déjà tous les services, le mémorial de la Shoah, par exemple, à Paris, mais ça vous connaissez, le CDJC, etc. Il y a des associations, par exemple. Il y a une association qui est très importante à Paris, qui est très active, c'est l'amicale des anciens de Lausée. Vous la connaissez, hein? C'est tous les enfants qui ont été cachés ont été souvent cachés par ce qu'on appelle Lausée, c'est l'œuvre de secours aux enfants qui travaille avec l'UGIF, etc. Et tous ces gens-là se retrouvent, et ils ont créé une association il y a longtemps. Ils travaillent avec Cathy Hazan. Vous avez peut-être Cathy Hazan, vous l'avez jointe ou non? Oui, ben voilà, par exemple, c'est l'œuvre de secours aux enfants. Elle sait tout, elle connaît très bien, par exemple, le sort qui a été réservé aux enfants qui sont passés par les organismes juifs à Paris, Sécrétan, etc. Donc elle s'intéresse beaucoup à cette histoire. Donc elle, vous pouvez la contacter, Cathy Hazan, et vous pouvez contacter aussi l'amicale des anciens de Lausée. Oui, ça, à mon avis, c'est quelque chose d'important. Ah oui, ça a dû changer. Moi, je ne m'en suis pas rendu compte, mais finalement, j'étais parti sur cette... Moi, j'ai commencé mes recherches avec M. Barenfeld en 1998. J'avais sorti le livre, un gros livre en 2003. Et puis finalement, je me suis dit, je n'en suis jamais sorti parce que, une fois que le livre est sorti, j'ai eu de cesse, jusqu'à maintenant, c'est pratiquement toutes les semaines, que j'ai quelqu'un qui m'appelle. Alors, ou d'Australie, ou de Strasbourg, ou un petit-fils, ou un arrière-petit-fils, on en est parfois même à la 3e génération, des gens qui souvent ne savent rien, ça c'est étonnant, et qui se lancent dans l'histoire de leur famille. Ça c'est intéressant. C'est-à-dire que les gens qui ont vécu cette histoire, comme les parents Tasienka, eux ils ont disparu, mais ils auraient pu vivre. Mais la 2e génération, souvent, ne s'y est pas intéressée, où les parents n'ont rien dit pour les protéger. Ils n'ont rien dit. Donc la 2e génération est passée, et c'est maintenant la 3e génération qui s'y intéresse et qui ne sait rien, parce que leurs propres parents n'ont rien dit, et ils découvrent. Ils découvrent comme si c'était tout nouveau pour eux. Voilà. Donc il y a quand même un intérêt dans toutes ces familles-là. Donc elles sollicitent, et alors je suis en permanence en train de chercher pour les uns, pour les autres. Alors finalement, je n'ai jamais cessé, et je me suis dit que quelque part j'avais un rendez-vous avec ça, parce que ça occupait une bonne partie de ma vie. Et la preuve, je suis là aujourd'hui, et bon, voilà, je suis à la retraite, et il y a longtemps que mon livre est sorti, mais c'est tout le temps, donc je suis tout le temps en train de chercher pour les uns, pour les autres. Donc c'est un sujet qui m'intéresse, mais je crois que c'est un sujet qui nous concerne tous.